Bienvenue sur le podcast de DevMania. Ce podcast est le 4e d'une série de 5 épisodes qui présentent en détail ce qu'est le métier de développeur. Vous pouvez retrouver les 3 épisodes précédents sur iTunes, YouTube et mon site devmania.fr. Le titre de ce podcast vous a peut-être interpellé, mais on peut presque dire qu'un développeur est un écrivain. Car dans ce métier, on passe notre temps à écrire. Et la première chose à laquelle tout le monde pense, c'est le code. Vous allez me dire, oui, mais l'écrivain il raconte des histoires dans ses livres. Pour moi, le développeur le fait aussi, mais l'histoire n'est pas directement pour vous. L'histoire est destinée à votre ordinateur ou mobile, et ce terminal va lire l'histoire. D'ailleurs, si je vais plus loin que ça, le code est comme un livre. Un livre comporte des chapitres, et dans le code, ce sera les fonctionnalités. Si un livre n'est pas dans une langue que vous connaissez, vous n'allez pas le comprendre. Il en est de même avec le code. S'il n'est pas exécuté sur le bon système d'exploitation, il ne pourra pas être lu. Pour en savoir plus sur ce sujet, allez écouter mon podcast précédent. Pour les livres, il y a des interprètes, ou plutôt des conteurs d'histoire, qui lisent les histoires aux enfants et même aux adultes. Eh bien, voyez votre terminal comme un conteur d'histoire. Vous allez me demander en quoi c'est un conteur d'histoire. Eh bien, il lit le code et l'interprète afin qu'il soit compréhensible pour l'utilisateur. Si vous me répondez que pour lire un livre, il n'y a pas forcément besoin d'un interpréteur, je vais vous dire qu'il n'y a pas besoin de code, ou plutôt de logiciel, pour faire ce que vous voulez. Par exemple, le comptable sait déjà tout faire. Par contre, le logiciel lui permet de simplifier son travail, donc il n'a pas forcément besoin d'un interpréteur. Bon, revenons à nos histoires. Si elle n'est pas bien racontée, elle sera mal interprétée par la machine. Je peux prendre pour exemple les sites web qui ont une interface presque inutilisable, et pour être précis, j'ai envie de citer celui de Pôle emploi. Le site n'est pas très simple d'utilisation, donc l'histoire est mal racontée. De même, comme un écrivain fera de temps en temps des incohérences dans son histoire, le développeur en fera aussi avec les bugs. C'est comme pour les fautes d'orthographe et la grammaire, quand on développe, il y a des règles à respecter, des fois ces règles sont imposées par le langage. Comme la déclaration des variables en C, qui doit se faire au début de votre code. D'autres fois, ce sont des conventions entre développeurs. Par exemple, le nom d'une variable qui contient une liste d'objets doit toujours se terminer par un S. Un écrivain aussi a un style d'écriture. Il en est de même pour les développeurs. Il y a toujours plusieurs façons de développer une fonctionnalité. Certaines seront plus élégantes que d'autres ou plus optimisées. Mais ce n'est pas non plus que pour la machine, mais aussi pour les autres développeurs. Si un développeur lit un code et qu'il ne le comprend pas rapidement, c'est que celui-ci est mal écrit. Il faut que le code soit aéré, avec des noms de variables et de fonctions clairs et précis, sans oublier les commentaires. D'ailleurs, on peut aussi parler des commentaires, c'est une chose essentielle dans le code. Le commentaire ne sert pas qu'aux autres développeurs, il vous servira aussi. Par exemple, lors de mes études, j'ai développé un jeu ressemblant à Space Invader, et bien je peux vous assurer que si je dois me replonger dedans, je mettrai beaucoup de temps. Tout ça car il n'y a aucun commentaire. On n'est pas obligé de commenter tout le code, en général on va surtout commenter et expliquer les parties compliquées. J'avais fait un algorithme pour la fonctionnalité de pot de peinture comme dans le logiciel Paint. J'avais réussi à le faire sans utiliser de récurrence, c'est-à-dire une fonction qui s'appelle elle-même. L'algorithme était assez compliqué, et comme je n'ai pas mis de commentaires, je ne pense pas que je réussirais à le recomprendre en le lisant en une seule fois. On peut aussi mettre un commentaire pour une chose que normalement on ne ferait pas, mais que dans certains cas il est nécessaire de faire. Par exemple, au boulot, on utilise la bibliothèque Bootstrap et il m'est arrivé de faire des choses que je trouve sales à cause de celle-ci, notamment en CSS avec des points d'exclamation importants pour être sûr que ma modification soit prise en compte. On s'en sert aussi lorsque l'on va à l'encontre des conventions fixées entre développeurs afin d'expliquer pourquoi on fait ceci. De même, en haut d'une fonction, il est bien d'écrire un commentaire sur ce que fait la fonction, quels sont les paramètres d'entrée et ce qu'elle retourne une fois terminée. Cela permettra aux autres développeurs de réutiliser votre fonction sans se poser de questions. De plus, certains frameworks permettent d'utiliser ces commentaires pour générer une documentation. Les développeurs ont souvent la lourde tâche de rédiger les documentations, et je peux vous dire que c'est pas quelque chose que l'on apprécie. Au point que, comme je l'ai dit, il y a des développeurs qui ont développé des frameworks pour générer automatiquement une documentation. Par contre, la documentation générée a souvent des limites. Celle-ci servira uniquement pour les développeurs, car elle détaille uniquement une fonction et comment s'en servir. Cette documentation est souvent utilisée pour expliquer une bibliothèque ou un framework, afin que tous les développeurs puissent la maîtriser. Mais elle peut aussi servir à documenter un service web, c'est-à-dire un serveur sur lequel vous allez faire des requêtes et qui vous répondra ce dont vous avez besoin. C'est très utilisé dans le domaine bancaire.
Le problème de cette documentation est qu'elle ne servira pas aux futurs utilisateurs, car elle n'explique pas les fonctionnalités de votre application. Vous l'aurez compris, c'est pour l'utilisateur final qu'il y a un gros travail de rédaction à faire. Il faudra détailler toutes les fonctionnalités de votre application, et ce dans le moindre détail. Chaque action déclenchée par l'appui sur un bouton, jusqu'à la navigation de vos utilisateurs dans votre application. Vous devez aussi expliquer comment faire certaines manipulations. De plus, cette documentation servira aussi de preuve. Par preuve, je veux dire que des fois votre client va vous demander de faire des choses, et longtemps après, il va vous dire « Mais ce n'est pas ce que j'ai demandé ». Dans ce cas, vous sortez votre documentation et vous lui montrez qu'il l'a bien demandé. Afin de faire cela, il faut absolument écrire la documentation en même temps que le développement, et surtout de bien tout détailler pour être le plus précis possible quand vous vous dédouanez. Vous ne pourrez pas tout le temps vous dédouaner, surtout lorsque vous aurez fait des choix arbitraires. Par exemple, pour des pages d'administration, mon client ne m'a pas donné assez d'informations, alors j'ai pris les devants. J'ai dû faire des choix, et donc je les ai notés dans ma documentation. Et pour être en partie dédouané, je partage toujours la documentation avec mon client dès le début du projet. Comme cela, le client voit tous les choix arbitraires que j'ai faits, et s'il ne le voit pas et qu'il me le reproche, je lui réponds que s'il avait lu la documentation, il aurait su bien avant. D'ailleurs, partager la documentation dès le début du projet est une bonne pratique. Cela vous oblige à la documenter tout au long du projet, car votre client la regardera régulièrement, mais aussi d'avoir directement les objections de votre client, et ainsi d'éviter de faire des choses inutiles qui ne sont pas dans le cahier des charges. Ah, ce bon vieux cahier des charges. Aucun développeur ne pourra y échapper. Il sera rédigé avant qu'un projet commence, afin de décrire toutes les fonctionnalités que vous devez développer. Et normalement, ce n'est pas à vous de l'écrire, mais à votre client. Sauf que souvent, il ne sera pas complet et il manquera beaucoup de fonctionnalités. Car votre client n'a pas forcément déjà fait développer une application et ne connaît pas toutes les subtilités du développement informatique. De ce fait, il y a deux possibilités. Soit vous utilisez les méthodes agiles, et cela ne posera pas de problème, soit vous parlez avec votre client afin d'ajouter ce qu'il manque. Si vous ajoutez ce qu'il manque, faites attention de bien vous faire payer pour les ajouts. Pour éviter qu'il manque des choses dans le cahier des charges, il est bien de discuter avec votre client avant la rédaction de celui-ci. Cela dans le but d'avoir une idée concrète de ce que veut votre client, mais aussi à vous d'apporter et d'aider le client à visualiser ce qu'il veut vraiment grâce à votre expertise. Vous verrez que souvent, il ne sait pas vraiment ce dont il a besoin. Il arrive même de ne pas avoir de cahier des charges, et ce sera à vous d'en proposer un à votre client. Et en fonction de ce que vous lui proposez, il fera des modifications. J'espère pour vous que vous n'aurez pas besoin de le rédiger, car ce n'est pas vraiment ce que l'on doit faire. Jusque-là, je n'ai pas eu besoin de le faire. La seule chose que j'ai dû y faire est d'y ajouter des fonctionnalités. Par contre, il y a un autre cahier que je dois rédiger, et c'est le cahier de recettes. Le cahier de recettes ne doit pas être négligé, il est vraiment important pour la suite du développement. Dans mes autres podcasts, je vous ai parlé des tests unitaires. Et le cahier de recettes permet de combler ce que les tests unitaires ne peuvent pas faire, notamment tester la partie graphique. C'est donc un bon complément pour tester votre application. Voyez-le comme votre bible pour vos tests avant une livraison. Afin de le rédiger dans de bonnes conditions, il faut le rédiger dès que vous développez une nouvelle fonctionnalité. Expliquez comment la tester, mais aussi d'autres manipulations qui peuvent affecter cette fonctionnalité. Par exemple, sur Word, vous avez la fonctionnalité de mettre en gras. Il y a deux façons de mettre en gras. La première est de sélectionner une partie du texte et de la mettre en gras en appuyant sur le bouton. La seconde est d'appuyer sur le bouton avant d'écrire. Il faut aussi tester que lorsque l'on appuie à nouveau sur le bouton, le texte redevient normal. Vous aurez donc 3 tests à écrire dans votre cahier de recettes pour tester cette fonctionnalité. Une autre façon d'enrichir ce cahier est de faire tester votre application à votre client et de noter sa manipulation. De même, lorsqu'il y a un bug qui vous est remonté, notez dans votre cahier comment le reproduire, afin que celui-ci ne soit pas dans votre prochaine livraison en cas de régression. Vous l'aurez compris, il ne faut pas négliger le cahier de recettes. Et surtout, il faut l'utiliser et faire toutes les manipulations qu'il convient avant de faire une livraison. Cela évitera les régressions et donnera à votre client une image positive de vous. Ce podcast arrive à sa fin. Vous pouvez trouver l'intégralité de mes podcasts sur iTunes, YouTube et mon site dev-mania.fr. N'hésitez pas à vous abonner ou à donner votre appréciation, surtout si ce que je fais vous plaît, et cela aidera vraiment à faire connaître ce podcast. Merci et à bientôt dans un autre podcast.